Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Comme on l'a toujours dit, nous essayons d'analyser froidement l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo, 2 semaines après la prestation de serment ou l'investiture du 5e président de la République. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action de Félix Tshisekedi? Nous en parlons dans le cadre de cette émission avec notre invité. Recevez avec moi Maître Gabin Lulendo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Porte-parole adjoint de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, l'actuel directeur de cabinet. Également communicateur de Cash, Cap pour le changement, donc le ticket gagnant. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Alors déjà, on peut se dire 2 semaines après, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir déjà d'ailleurs? Ce qu'il faut retenir dans les 2 semaines qui ont suivi la prestation de serment du président élu Félix Tshisekedi, c'est le souci du changement. Et tout le monde peut bien se rendre compte que ces changements sont en train de venir. Il est encore tôt de commencer à évaluer l'action du président de la République, mais déjà dans 2 semaines, des signaux forts ont été donnés. Déjà, le président de la République a annoncé que tous les prisonniers politiques et d'opinion vont être libérés. Donc un recensement, les instructions ont été données au ministre de la Justice de faire les recensements de tous les prisonniers politiques et d'opinion sur l'ensemble du territoire national afin que par une grâce présidentielle, ces prisonniers politiques et d'opinion puissent être libérés. Ça veut dire qu'on tient absolument à la diversité d'opinion, c'est-à-dire majorité, opposition. Aucun opposant ne devra être arrêté pour ses opinions, parce qu'effectivement l'opposition est garantie par la Constitution. Deuxièmement, le président de la République a également annoncé qu'il voudrait bien évidemment que la présidence de la commission financière au niveau de l'Assemblée nationale puisse être occupée par l'opposition. Parce que justement on estime que si nous voulons bien gérer la République, eh bien, il faut qu'il y ait un regard de ceux qui ne partagent pas la même vision ou le même programme que nous. Et en dehors de cela, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que nous pensons, en tout cas c'est la vision du président de la République, que la chaîne nationale qu'on appelle la RTNC devrait être au service de tous les Congolais parce que cette chaîne fonctionne avec l'argent du contribuable congolais. C'est ainsi qu'après plusieurs années, les gens pouvaient bien se rendre compte que la Mouka qui a organisé un grand meeting au niveau de Sainte-Thérèse, on a vu ces activités être couvertes par la RTNC. Mais on voudrait bien évidemment que cela se fasse de façon permanente, que ça ne soit pas seulement un acte ponctuel, etc. Mais tout cela va pouvoir se mettre en place. Mais en même temps, le président de la République a fait une tournée visitant 3 pays. Et là, il est en train de partir pour d'autres obligations au niveau du siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Eh bien, donc, il a été en Angola, il a été à Nairobi, il a été au niveau de Congo-Brazza, et aujourd'hui, il s'envole pour Addis Abeba, etc. Et les jours qui suivent, il va pouvoir mettre en place son cabinet, parce que vous savez que jusque-là, il y a seulement les directeurs des cabinets, son adjoint qui ont été nommés avec le conseiller spécial. Et les ordonnances devront tomber pour compléter la liste des membres qui vont accompagner le président de la République dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'autres choses. Donc, des signaux positifs sont donnés, et surtout qu'il a annoncé que dès la rentrée prochaine, en tout cas, on doit mettre en application la disposition constitutionnelle qui veut que l'éducation, en particulier l'enseignement primaire, puisse être accessible à tout le monde en assurant la gratuité de cet enseignement. Donc en 2 semaines, beaucoup de choses ont déjà été faites. On va revenir sur la problématique des prisonniers politiques. Un recensement a déjà été fait du temps de la Cinco. Pourquoi ne pas recourir à cette liste-là? Il y en a qui ont passé 10 ans comme ça, 20 ans, enfin 10 ans, voire plus. Pourquoi ne pas recourir à cette liste-là, puisque ça a été travaillé par toutes les parties prenantes, en tout cas opposition majorité, pour essayer d'accélérer quand même cette mise en liberté de ces politiques, ou de ces politiques, ceux qui ont été incarcérés pour leurs opinions. Le vrai problème, c'est que la liste de la Cinco était plus basée
sur des cas emblématiques et quelques cas isolés. Or, la situation est plus grave que ce qu'on imagine. Vous n'avez pas seulement les hommes politiques qui ont été arrêtés pour leurs opinions, mais vous avez aussi les gens de la société civile, Lucha, Filimbi, etc., qui croupissent en prison à gauche, à droite sur l'ensemble du territoire national. Donc la libération dont on parle, il s'agit d'une libération beaucoup plus générale qu'une libération qui consisterait à libérer quelques individus qui sont bien connus. Nous disons pour les mêmes faits, les gens doivent être traités de la même façon. Pour nous, il n'y a pas de cas emblématiques et des cas non emblématiques. Tous ils sont des Congolais. Mais pourtant, vous l'aviez bien défendu du temps de la Cinco. Vous revenez quand même sur certaines de vos prises de position. Là, vous vous rendez compte que être au pouvoir, c'est vraiment différent que d'être de l'autre côté. Nous n'avons pas remis en cause la décision qui avait été prise au niveau de l'accord de la Cinco. Nous allons appliquer cet accord, mais en l'élargissant, en disant... Vous auriez pu penser à cela du temps de l'accord, ça aurait évité beaucoup de choses. Mais madame, aussi. Vous êtes dans un dialogue, vous n'avez pas le pouvoir, vous ne savez pas qui est où, qui est arrêté où sur l'ensemble du territoire national. Ce serait beaucoup plus compliqué d'avoir tous les cas. Maintenant que nous sommes au pouvoir, c'est beaucoup plus facile de dire que ce soit Ilebo, que ce soit Kabeya Kamwanga, que ce soit Aru, tous ceux qui ont été arrêtés pour leur opinion, dès que ce recensement est fait, eh bien, ils devront être tous libérés. Voilà pourquoi je dis que l'exercice du pouvoir n'est pas si aisé que ça. Hein. Vous vous rendez compte quand même de la complexité de l'exercice d'un pouvoir en République démocratique du Congo, de surcroît dans chaque pays. On ne se plaint pas, on est là pour régler le problème de la République. Donc voilà, toutes les difficultés que nous allons rencontrer pendant notre exercice du pouvoir, nous allons essayer d'apporter des solutions. On va parler, pas gratuité, on parle quand même de ce déplacement de Félix Tshisekedi. L'une des promesses lors de sa campagne, c'est installer sa base à Béni. Il n'a pas fait, en lieu et place. Il préfère faire une tournée dans quelques pays africains. Est-ce qu'ils se sont beaucoup plus redevables à l'endroit de ses pairs africains qu'à ce peuple, qu'à l'endroit de sa population? Mais comment vous affirmez qu'il ne l'a pas fait? Non, c'est une question. Oui, non, mais vous dites qu'il ne l'a pas fait. Donc vous affirmez qu'il ne l'a pas encore fait. Voilà, il ne l'a pas encore fait, ça ne signifie pas qu'il ne va pas le faire. Donc toutes les promesses des campagnes vont être tenues parce que le président de la République tient, comment dirais-je, à ce que tout ce qu'il avait dit puisse se faire. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que vous savez qu'il faut mettre en place les institutions de la République. Il n'a pas eu besoin de ça pour aller au Kenya. Attendez. Le président de la République a besoin que les institutions soient mises en place parce qu'il ne se trouvera pas partout au même moment. Ça veut dire, lorsque le gouvernement est mis en place et que les programmes du gouvernement passent au niveau du Parlement, ce programme, ce sera aussi le programme du président de la République. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République est élu suivant un programme. Et le programme qui est mis en œuvre par le gouvernement, c'est aussi le programme du président de la République. Donc, à partir du moment où toutes les institutions sont en place, eh ben, toutes les promesses des campagnes vont être tenues. Maintenant, vous posez la question en rapport avec ces déplacements. C'est un homme politique. Il a un certain nombre d'informations que vous et moi, nous n'avons pas. Et en fonction de ces informations, il agit. L'Angola, c'est un pays très important pour la sécurité de notre pays. Plus important que Béni, plus important que Yumbi. On se pose la question, pourquoi n'avoir pas réservé la première sortie à l'intérieur du pays? Pourquoi aller en Angola? Pourquoi Kenya? Et ensuite on dit à Kenya, c'était pour remercier le président Uhuru Kenyatta d'être venu à son investiture, d'autant plus qu'il était le seul président. Donc une tournée de remerciements, une tournée de gratitude qui passe et on fait reléguer en arrière-plan l'aspect intérieur quand même. Mais on n'a pas relégué les en tout cas, ça montre que ce n'est pas la priorité. Non, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Il irait à Béni pour faire quoi? Donc il a dit qu'il allait installer sa base. Hein, mais je vous ai dit qu'il n'a pas renoncé à cet engagement. Mais la priorité, c'était d'abord l'extérieur. Madame, donc vous posez des questions, donnez-moi le temps de répondre à vos questions. Sinon, vous allez poser une question après une autre sans que les réponses ne vous soient données. Yumbi, Béni, Butembo, etc. constituent les priorités pour le président de la République. Il veut que la paix revienne sur ces territoires. C'est clair et net. Et que, pour le moment,
il a un certain nombre de devoirs en fonction des informations qu'il a. L'Angola, c'est un pays très important pour nous parce que vous savez que toutes les situations auxquelles les pays se trouvent être confrontés ont fait qu'il y ait beaucoup de compatriotes qui ont quitté le pays pour aller en Angola. Et en même temps, il y a beaucoup de compatriotes qui ont été chassés de l'Angola, qui sont venus ici dans des conditions indescriptibles. Vous avez plus de 2000 km de frontières avec ces pays. Eh bien, stratégiquement parlant, prendre langue avec ces pays, discuter coopération, sécurité, etc., ça se trouve être vital. L'Angola, et qu'est-ce que je dis, Congo-Brazza, c'est un pays, les deux capitales les plus rapprochées au monde, on se regarde face à face. Il est également important de prendre langue avec ses présidents. Les Kenyans, vous savez déjà que l'accord de Nairobi a été signé, comment dirais-je, au Kenya. Ça veut dire quelque part, il y a une portée diplomatique et qu'il fallait absolument également arriver à ces niveaux. Mais cela n'est pas dit que les priorités qui ont été définies, et en tout cas les engagements que le président de la République avait pris lors de la campagne électorale, ces engagements ne seront pas tenus. 2 semaines, on veut lui demander de faire ce que Dieu le Père a fait dans une semaine. C'est pas possible. Ça ne lui a pas empêché de faire 3 pays en 2 semaines. Il pouvait aussi faire 6 provinces en 2 semaines. Ça dépend de priorité, comme vous avez dit. Donc la priorité, c'était d'aller peut-être vers l'extérieur. Non, pour le moment, nous connaissons des problèmes qui se trouvent dans ces territoires et nous allons y apporter des solutions. Le gouvernement va être mis en place, des solutions vont être apportées aux problèmes auxquels nos populations se trouvent être confrontées. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le problème de Beni, Butembo et Yumbi, se devoir immédiatement le président de la République arriver ou se devoir des actions d'envergure être prises pour que la situation à laquelle ils sont confrontés puisse trouver des réponses? Au-delà de cette problématique sécuritaire devenue récurrente, cyclique ici au pays, il y a ce problème né du fait de la campagne, lors de la campagne, ce clivage est-ouest, ce côté tribal. J'aime pas trop parler du tribalisme. Est-ce que certains estiment qu'il aurait mieux fait de prendre ces 2 semaines pour essayer de solidifier l'unité nationale, de consolider cela, parce que ça sent l'heure aussi, ce clivage-là met en mal l'unité nationale? La problématique de l'unité nationale ne se règle pas par des discours, se règle par des actes. Il est un fait dans notre pays, ce que vous avez beaucoup de gens qui ont été nommés à des postes de responsabilité ou qui ont été élus à des postes de responsabilité, qui ont plus travaillé pour leur province d'origine que pour la nation tout entière. Cela crée des frustrations. Et vous n'allez pas régler un problème comme ça par des discours. Ce n'est pas en vous rendant dans telle province que vous allez montrer qu'effectivement, vous voulez de l'unité nationale. Quand on veut de l'unité nationale, on pose des actes qui montrent qu'effectivement, le Congo est indivisible. Quels sont ces actes qu'il compte poser? Mais par exemple, je vais vous dire, si vous êtes au pouvoir, s'il faut construire une route, il faut regarder dans quelle partie de la République, construire une route se trouve être plus prioritaire que n'importe quel autre endroit de la République. Que cet endroit soit que ce soit votre endroit d'origine ou un autre endroit, peu importe, c'est la République démocratique du Congo. Vous savez que dans ces pays, pendant autant d'années d'exercice d'un certain Premier ministre dont j'étais les noms, etc., la République n'a pas construit une université privée. Mais un individu qui a été à la tête pratiquement des institutions de la République a pu construire une université privée alors que l'État n'a pas eu l'argent de construire une université publique. Et où est-ce que cette université privée a été construite? Dans sa province d'origine. Si vous gérez la République en vous comportant de cette façon-là, ça veut dire que vous frustrez les autres. Les autres ne se retrouvent pas dans votre action et par voie de conséquence, ils vont pouvoir dire il faut que les nôtres également soient là pour qu'effectivement nous puissions nous retrouver. Accéder au pouvoir, c'est une responsabilité. Et lorsque vous accédez au pouvoir, vous exercez une responsabilité publique, montrez que l'ensemble du territoire national vous intéresse. Les actions publiques doivent concerner toutes les provinces en fonction des problèmes qui s'y trouvent et qui se posent. Mais si on reste dans un carcan en disant « oui, moi je suis des Bandundu, je veux faire des actions dans les Bandundu », ceux qui ne sont pas des Bandundu ne se retrouveront pas en vous et par voie de conséquences, lors d'une prochaine mandature, ils vont commencer à se battre pour que le leur se retrouve là.
Et ces genres de choses, si vous les faites, vous créez l'unité nationale. Mais si vous ne les faites pas, vous créez la division. Donc, en fait, c'est qu'on s'attend à ce que voilà. puisse se focaliser sur de telles actions pour essayer de cimenter l'unité nationale. Montrer qu'on n'est pas là pour une tribu ou pour une province, on est là pour la République. Et c'est par des actes, et c'est pas par des discours. Les discours, on entend tous les jours, mais en réalité, les choses ne changent pas. On va parler quand même des détracteurs de l'action de Félix Tshisekedi 2 semaines seulement après, mais parlons quand même de ces différentes annonces faites à l'extérieur du pays, notamment sur, vous avez parlé de ça, la gratuité. Vous vendez des chimères. Gratuité de l'enseignement. On est à quoi, 6 mois? 6 mois de la prochaine rentrée. Ils pensent vraiment réussir ce défi? Mais attendez, on ne vend pas des chimères. C'est une obligation constitutionnelle, madame. Vos partenaires du FCC en 18 ans n'ont pas réussi à le faire. Attendez, madame. C'est une obligation constitutionnelle. C'est la volonté du souverain primaire à travers la Constitution. La parité est aussi une obligation constitutionnelle, mais on ne l'a jamais mis en application. Madame, nous héritons aussi bien de l'actif que du passif. Quand on est au pouvoir, on ne se plaint pas. On est là pour régler le problème. Dans 5 ans, tous les problèmes de la République ne seront pas réglés. Mais il faut quand même qu'on montre que les jalons du développement socio-économique de ces pays auront été posés. C'est cela que nous faisons. Nous avons trouvé une constitution. La constitution prévoit plusieurs dispositions. Mais nous pensons que si nous voulons que ces pays petit à petit se développent, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas fait l'école primaire ou la suite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens de les faire. Il faut que l'État leur facilite la tâche. C'est pour cette raison que nous disons, le président de la République, en premier, qui est les garants du bon fonctionnement des institutions et les garants du respect de la Constitution, dit: nous devons respecter notre Constitution, et pour respecter notre Constitution, les dispositions qui ont été en souffrance vont petit à petit trouver des réponses. Et là, il vous dit que dès la rentrée prochaine, la gratuité va être assurée. Maintenant que cet engagement est pris, eh ben, il est question que lorsque le gouvernement se met en place, qu'on se donne le moyen de cette politique. Mais on estime quand même que vous, en tant que ses proches, vous avez une idée, lui-même, il a une idée de la faisabilité, comment réussir en 5 ans ou en quelques mois, là où vos partenaires du FCC ont échoué en 18 ans. C'est ça? Mais ils ont échoué parce que nous estimions qu'il n'y avait pas de ferme volonté politique. Regardez, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, je parle de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, dit que 15 milliards de dollars échappent à l'État chaque année. Yuma parle un peu plus de ça, le président de la FEC. Comment vous pouvez être dans un pays avec un budget de 5 milliards de dollars, alors qu'on vous dit qu'il y a 15 milliards de dollars qui échappent à l'État chaque année et rester comment dirais-je, les bras croisés? Ça veut dire que la lutte contre la corruption ainsi que des mesures que nous allons prendre dans le cadre de la lutte contre les blanchiments des capitaux, lutte contre la corruption, etc., ces mesures vont être porteuses bien évidemment de ressources nécessaires qui permettront à l'État de pouvoir les injecter dans les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, etc. Donc nous savons ce que nous devons faire, nous savons là où nous devons appuyer pour que les choses marchent. Gardez encore votre souffle. Eh bien, il faut qu'on échoue pour n'avoir pas tout tenté, mais parce que nous allons tout mettre en œuvre pour réussir, eh bien, les résultats seront au rendez-vous. Mais c'est à se demander, puisque vous dites que ceux qui ont été là avant vous ont fait preuve d'un manque de volonté, mais vous allez composer avec eux. Comment composer avec des gens qui ont eu à faire preuve d'autant de manque de volonté? Comment vous comptez concilier les deux? Mais madame, ici on est on est en politique. Ça veut tout simplement dire, une fois de plus, cette situation, c'est une situation constitutionnelle. La constitution de notre pays prévoit des situations où vous pouvez à la fois avoir la majorité présidentielle et avoir la majorité parlementaire. Et quand vous avez les deux, les choses sont encore beaucoup plus faciles. Mais la Constitution aussi prévoit des hypothèses où vous pouvez avoir la majorité présidentielle sans avoir la majorité parlementaire. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel une situation de cohabitation. C'est des situations qui ont déjà eu lieu dans beaucoup d'autres pays. En France, n'en parlons même pas.
Les gens aujourd'hui sont étonnés. On sait comment ça finit, hein, la cohabitation, surtout en France. Non, 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 attendez, madame. Je vous dis... Ça poussait à l'un de démissionner, voilà, c'est pas toujours aisé d'être en cohabitation. Madame, il faut lire la Constitution. Lorsqu'il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement, et surtout si cette crise ne permet pas que des politiques qui ont été définies ne puissent se mettre en place, après une année, le Parlement peut être dissous. Donc... Cache réserve ce droit-là. Attendez, pardon? Cache réserve ce droit-là de dissoudre. C'est pas un problème de cache, c'est une prérogative constitutionnellement. C'est une prérogative constitutionnellement reconnue au président de la République. Le président se réserve ce droit-là de... Mais pourquoi pas si c'est prévu par la Constitution et que s'il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement et que cette crise ne permet pas que les choses avancent, étant donné qu'il est les garants non seulement du bon fonctionnement des institutions, mais aussi les garants du respect de la Constitution, eh bien, il se doit de rester dans le respect de cette Constitution. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, il y a plus de peur que de mal. Attendez que les choses se mettent en place. Parce que j'estime que le président de la République a un certain nombre de prérogatives. Regardez, avec la même police, mais avec un nouveau président, il y a une manifestation de l'opposition, eh bien, les gens chantent, dansent, etc. Pas de gaz lacrymogène, pas de blessés, pas de morts, etc. À Lubumbashi, eh bien, les étudiants qui revendiquaient leurs droits, il y a certains étudiants qui ont été tués. Nous disons que c'est inacceptable dans une république. Les gens peuvent manifester, y compris contre notre régime. Parce que justement, nous gérons la chose publique et quand nous gérons la chose publique, eh ben, c'est la chose qui concerne tout le monde. Les autres doivent avoir un regard là-dessus. Donc, avec un nouveau leadership, les choses vont petit à petit se mettre en place. Vous volez l'argent de l'État, vous allez en prison. Parlons quand même, on va parler de cette problématique-là, de ceux qui vont voler et ceux qui ont eu à voler. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont eu à voler, qui sont maintenant avec vous? Ceux qui sont à la base de ce coulage de recettes, mais avec qui vous devez composer. On fait quoi? On attend ceux qui vont voler après ou on va commencer par ceux qui ont eu à voler avant? C'est un peu ce paradoxe-là qui risque de caractériser également votre régime. Hein. Mais attendez, madame, nous voulons que la justice fonctionne normalement. Il ne nous appartient pas, nous, de juger ceux qui ont volé l'argent. C'est à la justice de pouvoir le faire. Le président de la République ne va pas interférer dans les décisions judiciaires. Ça veut dire, si des gens ont volé l'argent et que la justice décidait d'engager des poursuites judiciaires contre ces gens, l'État et le président de la République n'empêchera pas la justice de faire son travail. Ça n'en manque pas, des voleurs en cravate, il y en a quand même. Mais ce que nous nous refusons, c'est la chasse à la sorcière. Ça veut dire une politique à géométrie variable. Ça veut dire une politique de 2 poids, 2 mesures. Donc, s'il faut engager des poursuites judiciaires, il ne faut pas que nous puissions seulement viser des gens qui ont géré hier, mais laisser des gens qui ont géré avant-hier. Ça veut tout simplement dire des gens qui ont géré avant-hier s'ils ont volé et des gens qui ont géré hier qui ont volé, eh bien pour nous, le vol reste vol. S'ils doivent être poursuivis, ils doivent être poursuivis de la même façon. Mais ce qu'on entend dans les opinions, c'est de dire, oui, ceux qui viennent de gérer doivent être poursuivis. Mais ceux qui ont géré il y a 3 ans et qui ont également volé, on fait quoi d'eux? C'est pour cette raison que je dis... Ça ne devait pas poser un problème. C'est pour cette raison que nous disons... Nous voulons qu'une justice indépendante puisse fonctionner, une justice aussi bien pour les faibles que pour les forts, aussi bien pour les riches que pour les pauvres. Si cette justice-là s'est mise en place, écoutez, le président de la République ne va pas interférer dans les décisions judiciaires parce que nous voulons que ce pays soit effectivement un état de droit. Peut-être pour le cas de vol, les autres peuvent prendre leur mal en patience, mais pour les cas de gens qui ont été tués, des gens qui ont été incarcérés peut-être abusivement par le service étatique et dont les auteurs, semble-t-il, sont connus, vous leur demandez de faire quoi? De faire un tabula rasa, d'oublier au nom de la réconciliation, parce que c'est le terme qui revient le plus souvent auprès de Cash. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui ont été des auteurs intellectuels de certains crimes commis ici en République démocratique du Congo, qui ne sont pas seulement financiers? Madame, nous n'allons pas faire... comment dirais-je, déterminer les infractions de façon sélective. En disant, ces infractions nous intéressent, d'autres ne nous intéressent pas. Une infraction, c'est un trouble à l'ordre public. Vous avez volé l'argent de l'État, eh bien, vous avez commis l'infraction.
vous avez détourné le fonds public, vous avez commis une infraction. Vous avez tué, vous avez commis l'infraction. Pour nous, au regard des instruments juridiques du pays existant, une infraction reste une infraction. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit, ce qui nous intéresse, c'est une justice indépendante, une justice juste. Une fois que cette justice juste est mise en place, eh ben, elle devra faire son travail. Donc, pour des faits infractionnels non prescrits, si la justice estime que nous devons le poursuivre, eh ben, il faut le faire. Ce que nous refusons, c'est bien évidemment une justice politiquement motivée. C'est ce que nous refusons. Nous ne voulons pas d'une justice politiquement motivée comme c'était le cas. Mais une justice juste ne nous dérange pas parce que nous voulons que ce pays soit un état de droit. Voilà, tous ceux qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs pendant des manifestations organisées entre autres par Cash, par l'opposition, il faut qu'ils prennent leur mal en patience le temps que vous puissiez installer cette justice juste pour tout le monde. Ce que je dis, la justice existe avec ses imperfections. Il faut davantage l'améliorer. Les victimes qui voudraient bien se plaindre auront le droit de se plaindre et la justice fera son travail. Nous ne voulons pas des décisions judiciaires politiquement motivées. Parlons de ces décisions judiciaires politiquement motivées. J'ai personnellement suivi le discours du chef de l'État le 24 janvier dernier et il a parlé du recensement des prisonniers politiques mais n'a pas voulu faire allusion. Il en a fait allusion récemment des exilés politiques. On peut s'attendre à un retour de Katumbi et des siens. Mais le président de la République a été clair. Pas plus d'exilés politiques, parce que nous sommes dans un état de droit. Plus des réfugiés, des gens qui quittent leur territoire en disant, mais écoutez, on veut nous tuer là-bas, etc., machin, machin, ou bien qui fuient. Mais effectivement, on tue. Hein. À l'Est, on continue de tuer. À Yumbi, c'est pas comme si on tuait plus en RDC. Attendez, madame. C'est pour cette raison que nous voulons que la paix revienne. Parce que si la paix revient, les gens n'ont plus comment dirais-je, le droit de quitter leur pays parce qu'ils ont peur de se faire tuer. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ont quand même des bonnes raisons de dire... Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ils ont des bonnes raisons, mais ça fait 2 semaines qu'on est là. On est là pour régler le problème de la République, madame. C'est pourquoi je vous ai dit, tous les problèmes ne seront pas réglés. Mais il faut que dans 5 ans, d'ici 2023, nous puissions dire au peuple congolais, voilà, vous avez élu un président de la République pour un mandat de 5 ans. Voici des choses qui ont été accomplies. Il y a encore du chemin à parcourir. Est-ce qu'après 2023, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'accorder un autre mandat à Cash pour qu'effectivement des choses qui n'ont pas été faites puissent continuer à être faites? Nous sommes là pour ça, madame. Donc, les prisonniers politiques d'opinion vont être libérés, les exilés auront le droit de rentrer dans leur pays, etc. Donc, pour nous, Katumbi, c'est pas un problème pour nous. Il est dans la Mouka. Comment dirais-je, nous acceptons qu'il puisse avoir une opinion différente de la nôtre. Si c'est un Congolais, il a droit à un passeport. Des instructions seront données pour qu'un passeport lui soit donné, qu'il rentre dans son pays, qu'il continue sa lutte politique. Ça ne nous dérange pas, tant qu'on reste dans la légalité. Tant qu'on reste dans la légalité, tout en sachant qu'il est quand même poursuivi pour, dans des affaires qu'il estime que ce sont vraiment des poursuites politiques et qui nécessitent peut-être juste une décision de votre part aussi. Quand je dis de votre part, peut-être de l'actuel président. Non, mais écoutez, le président peut agir par grâce présidentielle. Donc on peut s'attendre à une grâce présidentielle? Non, attendez, madame. Le président de la République agit par grâce présidentielle. La grâce présidentielle intervient lorsqu'il y a une décision judiciaire définitive. Il n'y a pas encore de décision judiciaire définitive à l'endroit des Moïse Katumbi. Décision judiciaire irrévocable à l'endroit des Moïse Katumbi. Donc, ça veut tout simplement dire un état de droit. Nous sommes là, nous allons regarder s'il doit être jugé, dans quelles conditions il devrait être jugé. Nous ne voulons pas que Katumbi puisse être condamné pour ses opinions politiques. N'est-ce pas? Dès lors que cela est réglé, ça ne nous pose aucun problème, madame. Donc, il n'y aura pas de chasse à la sorcière, pas de décision judiciaire politiquement motivée, mais une justice juste à l'égard de tous les Congolais. Katumbi a le droit de rentrer dans son pays et, bien évidemment, de s'acquitter de ses obligations politiques, etc. Il peut bien rentrer, mais est-ce qu'il ne sera pas arrêté? Bon, de rassurer, le problème aussi de Katumbi, c'est ça. Mais s'il avait un problème avec... Et puis le passeport, il faudrait peut-être... Est-ce qu'il doit refaire la demande de passeport? Il y a tout ce problème-là. Madame, si Katumbi avait des difficultés avec l'ancien régime, Katumbi n'a pas de difficultés avec nous
parce que nous sommes, comment dirais-je, les autorités nouvellement installées veulent que cet État soit un État de droit. Donc, Katumbi et les siens pouvaient redemander votre visa, vos passeports et puis chercher à comment rentrer au pays. Le président de la République l'a dit. Les exilés politiques ont le droit de rentrer. Fini cette histoire d'exilé politique. Un exilé politique, c'est qui? C'est quelqu'un qui a peur de se faire tuer pour des raisons politiques et qui quitte son territoire, son pays, pour un autre pays. Or, Katumbi ne peut pas craindre de se faire tuer avec les régimes du président Félix Tshisekedi, parce que nous voulons un État de droit. Parlons un peu des détracteurs, de ceux qui commencent déjà à tirer un peu à boulet rouge sur l'action de Félix. 2 semaines après, on a tous suivi les propos de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui estime que la façon de faire de Fachi 2 semaines seulement après est pire que la façon de faire de Kabila 18 ans auparavant. Il était tellement habitué avec Joseph Kabila et sûrement qu'il apprécie la gestion du président Joseph Kabila. Il a été son premier ministre pendant plusieurs années, 3 ans durant, etc. Votre président apprécie aussi la façon de faire du président Kabila. Il a dit. Attendez, madame. Muzito apprécie tellement la gestion de M. Joseph Kabila qu'aujourd'hui il estime que Félix fait pire que le président Joseph Kabila. Mais pourquoi alors il s'est dit aujourd'hui opposant de Joseph Kabila si Joseph Kabila faisait mieux? Appréciez vous-même les contradictions d'un homme qui est en perte de vitesse. Mais vous ne pensez pas qu'il a quand même raison quand un chef de l'État dit oui pour 6 mois, 6 mois en fait 6 mois d'arrière et 3 mois d'arrière au Transco, tu tapes du poing sur la table, suspension, il n'y a pas la procédure qui est respectée, est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Mais quelle procédure? Quelle est la procédure qui devait être respectée? Le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement issu de la crise. Et ce gouvernement n'a plus de légitimité parce que vous savez que après le 19 décembre 2016, ces institutions n'avaient plus de légitimité. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est la légitimité du peuple parce qu'élu au suffrage universel direct et qui doit préserver les patrimoines de l'État. Il fait comment? Il prend des décisions qui s'imposent en attendant que le gouvernement se mette en place. Parce que vous savez que pendant cette période... Il doit en faire autant pour toutes les autres entreprises alors, puisque vous parlez d'une justice qui ne doit pas être à double vitesse. Non, faites de même à la SONAS, faites de même à la SCTP, faites de même partout où il y a des grèves. Madame, il ne faut pas faire la confusion. Pour les entreprises publiques, des mises en place vont intervenir. Transco, c'est une situation particulière. Vous ne connaissez pas l'importance du secteur des transports dans un pays. On peut en dire autant de la SCTP, on peut en dire autant de l'ex-Sonatra. Non, non, d'abord, j'ai dit c'est différent, madame. Je parle du transport urbain. Les gens se déplacent chaque jour. SCTP, il y a un train aussi. Attendez, madame. Laissez-moi terminer. Vous voyez les petits peuples ici qui se déplacent chaque matin pour aller au service, aller au Beta Libanga, au Zonga, etc. Dès qu'il n'y a pas de transport, quand vous regardez ce qui se passe dans la rue, c'est horrible. C'est pour cette raison que, en pareille circonstance, on prend une mesure exceptionnelle pour parer à cette situation en attendant que les choses se mettent en place. Mais l'histoire des SONAS, c'est quoi? C'est une histoire des grèves, comment dirais-je, des agents qui ont 50 mois d'arriérés. Vous allez au niveau des CPT, c'est la même chose. Et dans beaucoup d'autres entreprises, vous avez la même situation. Cette situation va être réglée lorsque le gouvernement va se mettre en place et que les nouveaux gestionnaires de ces entreprises également vont être nommés. Mais pour Transco, il fallait prendre une action urgente parce que justement, c'est les petits peuples ici qui doivent se déplacer chaque jour pour aller chercher son pain. On ne peut pas concevoir qu'il y ait des situations comme ça. Et encore que Transco, c'est juste seulement à Kinshasa, alors que la SCTP, c'est vraiment la République. Bon, la priorité, c'est à vous c'est au niveau de la présidence, c'est cash ou c'est le président de la République qui définit qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais certains estiment qu'ils ont le même droit, d'autant plus qu'ils sont congolais, ils ont droit au même traitement. Mais ce n'est pas la même situation. La comparaison n'est possible que lorsque vous prenez deux objets qui sont objectivement comparables. Ok? La situation des grèves, etc. et la situation des impayements, parce que 50 mois, ça ne va pas être réglé du jour au lendemain.
Ça signifie qu'il faut mettre les nouveaux animateurs. Dès que les nouveaux animateurs sont là, ils vont faire un état des lieux. Après avoir fait un état des lieux, à travers peut-être les audits, etc., les responsabilités peuvent être établies et un plan de redressement de l'entreprise. Mais concernant le problème des transco, c'est un problème récurrent. Vous arrivez, les rues sont bondées des gens parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est une situation qui pouvait absolument créer des troubles et pour cette raison, il fallait prendre les mesures. Comment les gens se déplacent à l'intérieur du pays où il n'y a pas de transco. J'espère que le président... Et vous voulez que le président... Non, madame, d'après vous... C'était une situation urgente. Attendez, madame, d'après vous, dans 2 semaines, les présidents règlent tout le problème. D'après vous. Non, je dis, définit ses priorités. Ah, mais oui. La priorité des priorités pour le président, c'était transco, parce que c'est trouvant à Kinshasa, mais... Pour l'extérieur du pays, l'intérieur du pays, il faudra attendre quand même parce que c'est vraiment pas une priorité pour le chef. Moi, j'ai l'impression que vous prenez le président de la République comme Dieu le Père. Hein. Donc, par une baguette magique... On nous a tellement promis des choses. Oui, mais attendez, madame. Et il nous a tellement promis qu'il allait le faire en un temps record que... Vous savez que pour certains, il ne va pas bénéficier de temps de grâce, la grâce comme l'ancien président. Vous commencez à l'évaluer après 2 semaines. Vous n'attendez même pas les 100 jours. Après 38 ans. Non, madame. Après 38 ans de lutte, madame, on se dit... Vous l'évaluez dans 2 semaines. Vous n'attendez même pas 100 jours. Après 38 ans de lutte, oui. après de 40 ans de lutte, on se disait, bah ouais, donc on espérait que ça va aller vite. Et ça ne va pas, d'après vous? 2 semaines après, avec ce que je venais d'énumérer? On va laisser le public juger si ça va mieux ou... ça va à un bon rythme ou ça va en reculant, ça sera au public de juger. Je vais vous dire quelque chose, madame. Après avoir conquis le pouvoir, maintenant nous l'exerçons et nous allons démocratiquement le conserver le plus longtemps possible. En principe, nous devons être là jusqu'en 2039. Et après 2039, peut-être que Fachi vite... Avec ce deal, le deal avec le FCC, 10 ans, 20 ans, non, ça n'a rien à faire, madame. Quand je dis 20 ans, je parle des cash, la gouvernance cash. Je parle de 20 ans dans la mesure où le président Félix Tshisekedi 5 ans, après Vital Kamerhe 5 ans, Félix 5 ans, Vital 5 ans, ça fait 20 ans. Nous sommes en 2019, ils sont censés aller jusqu'en 2039. Et après 2039, je pense que Fachivite pourra me désigner comme dauphin et ce qui me permettrait justement de continuer. Donc prenez votre mal en patience, on est là pour travailler pour la République, on n'est pas là pour nos propres poches. Nous n'allons pas faire la même chose en espérant que les résultats vont être différents. Pas du tout. Pas la même chose, mais peut-être avec les mêmes personnes, qui sait? Ah oui, mais je vous ai dit que les poissons commencent à pourrir par la tête. Lorsqu'il y a un leadership responsable qui se met en place, eh bien, les autres vont avoir peur. C'est pour cette raison que je vous ai dit, avec la même police, il y a des manifestations dans ce pays, pas des gaz lacrymogènes, pas des blessés, pas des tués, alors que c'est la même police. Tout simplement parce que vous êtes à la tête de la police, vous tuez les Congolais qui manifestent sans pour autant qu'ils aient organisé une manifestation violente, eh bien, la justice va s'occuper de vous. Donc, nous voulons le respect de la loi pour tout le monde et de la même façon. Qu'allez-vous faire de cette tête-là qui faisait en sorte qu'on puisse tuer les Congolais? Tête de quoi? La police? Vous parlez de la tête de la police avec Fachi en tête. Il n'y a pas de mort. Mais avec celui qui est votre partenaire actuel, il y a eu des morts. Qu'allez-vous faire de lui? Madame, je vous ai dit, la justice va faire son travail. On peut s'attendre à un procès? Fachi, non, attendez, je dis... Les victimes des violations de droits de l'homme qui pensent saisir les cours des tribunaux, nous demandons aux cours des tribunaux de dire le droit. Ok? Donc pas de chasse à la sorcière. C'est aussi simple que cela. Nous ne voulons pas que ce qui a été reproché au régime sortant puisse nous être reproché en disant nous poursuivons nos opposants parce qu'ils n'évoluent pas ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Nous ne voulons pas de cela. Ce que nous disons, une justice pour tout le monde. Tout celui qui a été victime va saisir les cours des tribunaux et on demande aux cours des tribunaux de dire le droit en toute impartialité et en toute indépendance. Full stop, c'est ça l'état de droit. Il ne s'agit pas d'un président qui vient, qui dit voilà, vous tous là-bas, je dois vous amener en prison, etc. Non.
Le président de la République n'est pas Dieu le Père. C'est pour cette raison qu'au niveau du cash, nous respectons notre président, mais il n'y a pas de culte des personnalités. C'est un être humain qui veut que ce pays avance, qui veut un état de droit, qui veut la justice pour tous, qui veut lutter contre la corruption, etc. Nous allons rester là pour apporter les bonheurs à notre peuple. Attendez, pendant 5 ans, on se retrouvera encore, même pourquoi pas à mi-mandat, pour juger de notre action. Mais je pense que vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont changer. Avec le changement et au nom de la redevabilité, on ne vous donnera pas autant de temps. Donc attendez-vous à des évaluations, peut-être une semaine après, chaque semaine. Donc on ne vous donnera pas autant de temps. En tout cas, merci d'avoir été de notre la méchanceté atteint des proportions. Le changement oblige. Devoir de redevabilité oblige, on évalue l'action du chef, de l'actuel chef de l'État ou de l'actuel gouvernement une semaine après, 2 semaines après. C'est aussi ça le changement. La méchanceté atteint des proportions inquiétantes que journalièrement on évalue le président de la République. Ah oui, c'est ça aussi le changement. Hein. Bon, merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. Merci aux téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. Vous retrouverez cette émission lundi à 11 h en rediffusion. Mais vous pouvez également suivre cette émission sur notre page YouTube, magazine UHC. Abonnez-vous, laissez-y vos commentaires et on sera toujours là pour vous. On se dit au revoir, on se donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Bonsoir chez vous.